Objectif de l'eau potable pour tous, l'échéance était pour 2015, aveu d'échec au Burkina malgré les progrès. L'accès universel à l'or bleu reste un défi. À 2 jours de la journée mondiale de l'eau, on s'arrête sur le sujet ce soir avec les difficultés d'approvisionnement dans une ville comme Koudougou, l'analyse de la situation et les éclairages de notre invité Alassoune Sori, secrétaire général du ministère de l'eau et de l'assainissement. Et puis zoom dans ce journal sur le poste de contrôle juxtaposé de 5C. À son lancement, le projet était présenté comme la panacée pour l'optimisation des opérations de dédouanement à cette frontière. Aujourd'hui, il bat de l'aile. Les services douaniers du Togo ont déserté les lieux depuis novembre 2014. Alors où se situe le problème? Explication dans un instant. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le sésame dans tous ses états à voir et surtout à acheter, c'était ce week-end même à Dédougou. La région est une zone de forte production de cet oléagineux aux grandes vertus. C'est la 2e édition des journées promotionnelles, l'occasion pour les acteurs de la filière de réfléchir aux moyens d'augmenter leurs revenus. Yves Rwamba, Karim Ouedraogo et Naya Lagdopol Sawadogo. Ce sont entre autres des jus et des biscuits à base du sésame qui ont été mis en exergue lors de cette 2e édition de la journée promotionnelle du 2e produit agricole d'exportation du Burkina. Selon les promoteurs, 2 raisons ont motivé cette initiative. Nous avons compris qu'aujourd'hui, avec le sésame, non seulement on peut se nourrir de ça et on peut se faire aussi de l'argent avec ça. On a fait le sésame sucré, il y a sésame salé, il y a pas de sésame, donc c'est une très bonne idée. Malgré les difficultés rencontrées par les acteurs, le sésame burkinabé occupe un rang important sur le plan international et le gouvernement compte soutenir cette initiative pour une émergence de la filière sésame. Nous voulions, au nom du gouvernement, saluer donc la vision et la pertinence de s'organiser de la sorte pour améliorer et les quantités et la qualité donc des productions du sésame. C'est à partir de ces initiatives aussi que son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a trouvé important de créer une banque dédiée spécifiquement aux activités de l'agriculture. En 2014, le sésame burkinabé a été déprécié sur le marché international et cette journée a été une occasion pour les différents acteurs de cette filière d'échanger sur les problèmes liés à la production et à la commercialisation du sésame. Augmenter les revenus des producteurs, c'est justement l'objectif du programme de croissance économique du secteur agricole. En début de semaine, le comité d'orientation s'est retrouvé à Wayubia pour faire le point. L'occasion également de faire le tour des infrastructures réalisées par le programme. Irénée Kaboré, Alidou, Alain Savadogo. Une aire d'abattage pour l'amélioration de la filière bétail-viande dans la commune de Yakou. 2 magasins de stockage pour la production du niébé et des sous-produits agro-industriels dans les communes de Togo et Oula. Un quai d'embarquement en complément au marché de bétail de Tiou sont les infrastructures visitées par les acteurs du secteur agricole et leurs partenaires. Cette visite a permis aux participants de la 6e session du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA d'apprécier le niveau de réalisation des infrastructures pour la mise en œuvre du nouveau programme. Nous sommes là pour apprécier les acquis de 2015. Et c'est les rapports annuels et même si c'est quelque chose peut-être un peu abstrait, c'est vraiment très concret parce que dedans on trouve par exemple 58 infrastructures qui ont été réalisées et réceptionnées. Nous notons une pleine satisfaction donc des bénéficiaires ainsi que des promoteurs donc de ces infrastructures, mais également aussi une appréciation positive des membres du comité d'orientation. Nous avons constaté également aussi qu'il y a des améliorations à faire. Un atelier de réflexion a également permis aux participants d'examiner les documents soumis par la coordination nationale du PCESA et de proposer des orientations pour la réussite du programme. On est organisé de façon à ce que, de façon périodique, il y ait des sessions pour orienter en fait le programme, faire des recommandations qui seront reversées au comité de pilotage pour prendre finalement une décision. Le PCESA est financé par la coopération danoise depuis 2013 et vise à améliorer les revenus des ménages et réduire la pauvreté.
Il couvre les régions du Nord, du Sahel, de l'Est, du Centre-Est et du Centre-Ouest. Dans 2 jours, le 22 mars précisément, la communauté internationale commémore la journée mondiale de l'eau, l'occasion de mettre en lumière les difficultés d'accès à l'or bleu au Burkina. C'est le cas notamment à Koudougou, l'une des villes les plus peuplées du pays. Les sources d'eau qui approvisionnent cette ville sont éloignées et il manque de l'énergie pour le transport. Conséquence, des coupures d'eau à répétition qui perturbent le quotidien des populations. Constat sur place, Mathias Drabo, Chak Lamissa Tarpaga. L'eau est encore coupée au domicile de Roselyne Ndiamego au secteur 5 de Koudougou ce matin. La coupure est intervenue peu avant 6 heures et il est 10 heures, soit 4 heures de temps. Cela fait près d'1 mois que l'eau se coupe régulièrement chez nous. Et lorsque ça se coupe, ça peut durer toute une journée. On est obligé d'aller au puits pour pouvoir subvenir à nos besoins. L'eau est plus absente que présente chez nous ici. Il n'est pas convenable qu'on soit abonné à l'ONEA et on est obligé de boire l'eau boueuse du puits. De nombreuses bornes fontaines sont désertes dans ce secteur. Seuls les fûts et autres récipients de collecte d'eau font la queue. Marcel Caboret confectionne des briques au secteur 4. Il a parcouru environ 3 km pour enfin trouver de l'eau ici, mais le débit est faible. C'est la fontaine, ça ne vient pas. Tout le monde est calé. Pour aller boire, même, c'est dur. Donc je ne sais pas comment faire pour gagner l'eau. L'eau là aussi, ça ne vient pas. Ça vient un peu. Donc on prend un bidon pour prendre l'eau pour mettre dans le barrique. Donc on ne sait même pas comment faire. Donc notre travail c'est gâté comme ça. La ville de Koudougou compte près de 120 000 habitants, une des villes les plus peuplées du Burkina. L'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA a effectué 12 400 branchements. Pour satisfaire la population, il faut aller chercher l'eau dans le Moun à pratiquement 60 km. Une autre source existe, le barrage de Salbisgo à 15 km. Et toute cette eau est traitée ici à Koudougou. Par jour, nous faisons entrer dans le décanteur en moyenne 8800 mètres cubes. Ce n'est pas un volume qu'on envoie en intégralité en ville. Souvent, il y a des besoins d'entretien où cette eau qui est déjà traitée est utilisée pour l'entretien des équipements. Donc souvent, on se retrouve avec 8750 mètres cubes que nous envoyons en ville avec une perte légère pour l'entretien. Plus de 8000 mètres cubes d'eau est envoyée tous les jours vers les ménages à travers ces 2 châteaux. Suffisant selon le responsable de l'ONEA à Koudougou, mais il y a d'autres causes qui expliquent ces coupures. Les zones en hauteur, généralement, il y a des difficultés qu'on a pour que l'eau puisse monter. Mais du reste, la contrainte majeure, là, c'est lié un peu à l'énergie. Voilà. Donc ça fait qu'il y a des périodes où on ressent des baisses de tension et cela nous défavorise. Les 2 sources utilisent l'électricité pour fonctionner. Et il y a la source du Moun là, qui est secourue. Par contre, Salbisco, là où on est actuellement, n'est pas secouru. Donc ça fait que quand il y a ces baisses de tension, nous avons un manque à gagner. Un projet de renforcement des équipements de l'ONEA est en cours, mais en attendant, difficile d'avoir de l'eau à certains endroits à Koudougou. Roselyne Ndiamego et sa famille espèrent en tout cas que le problème soit résolu au plus vite. Elles ont besoin de l'eau. L'accès à l'eau potable, un droit fondamental reconnu à tous les Burkinabés, mais pour l'heure, 36% des habitants des campagnes et 13% des citadins n'y ont pas accès. Le Burkina a manqué le rendez-vous de l'accès universel en 2015. La prochaine échéance, c'est 2030. Une chose est sûre, il va falloir une forte volonté politique, décryptage des enjeux dans ce commentaire de Olopoda. Les initiatives jusque-là développées pour impacter positivement les conditions de vie des populations burkinabées en matière d'eau potable affichent des progrès insuffisants. Le taux d'accès à l'eau potable est de 64% en milieu rural et de 87% en milieu urbain.
Si en milieu urbain des efforts semblent avoir été faits, en milieu rural, l'objectif de 76% est loin d'être atteint. C'est du moins ce qui ressort du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. Avec ses performances, le Burkina Faso n'a pas atteint les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015, qui prévoyaient un taux de couverture nationale de 80%. Pour certains acteurs, les 87% en milieu urbain concernent que 25% de la population. Cette minorité bénéficie de hautes compétences techniques et managériales de l'ONEA, tandis que les usagers du reste du pays, soit 75% de la population nationale, gèrent eux-mêmes leurs services d'eau potable. Face à cette situation, des progrès selon eux sont à faire pour l'urbaine, où des indicateurs tels que les baisses de pression, les pénuries, les distances parcourues ou les quantités utilisées pour les usages des ménages montrent qu'il est difficile de conclure à l'équité. C'est ce problème d'équité sociale qui est aussi mis en lumière par les performances du service public d'eau potable au Burkina Faso. En dépit d'un taux d'accès officiel de 64% à l'eau potable en milieu rural, la qualité des services fournis reste souvent à désirer. Et pourtant, l'accès à l'eau potable est aujourd'hui un droit pour tous. Dans ce contexte, une volonté politique forte est nécessaire pour mettre cette question au premier rang des priorités. Et la reconnaissance du droit à l'eau par la Constitution burkinabé en septembre 2015 vient à point nommé conforter l'importance de l'engagement de l'État burkinabé pour réaliser les ODD, les objectifs de développement durable d'ici à l'horizon 2030. L'ambition est désormais d'assurer partout et pour tous, au pays des hommes intègres, des services efficaces et durables d'eau potable. Cet engagement de l'État burkinabé devant la communauté internationale s'impose aux nouvelles autorités dont l'on attend impatiemment de voir la mise en œuvre de leur politique en matière d'eau potable. Et pour aller plus loin sur ce sujet crucial de l'eau, je reçois comme annoncé M. Alassoun Souri, secrétaire général du ministère de l'eau et de l'assainissement. Bonsoir M. Souri. Bonsoir M. Moudaragou. Alors concernant déjà cet objectif d'accès universel à l'eau en 2015, on peut dire que c'est un aveu d'échec pour le Burkina? Je dirais non, ce n'est pas un aveu d'échec. Le bilan fait du programme national d'approvisionnement en eau potable qui visait les objectifs du millénaire pour le développement, et comme on l'a fait ressortir dans le reportage, en milieu rural, le taux d'accès atteint est de 65%. Et en milieu urbain, le taux d'accès est de 89% et qui dépasse les objectifs des OMD qui étaient de 87%. Mais au niveau de l'assainissement, effectivement, les résultats sont très mitigés parce que le taux en milieu rural est de 12% et en milieu urbain, il est de 34%. Donc, on peut dire qu'en milieu rural, les résultats sont peu satisfaisants, mais on ne peut pas dire que c'est un échec. Alors, peu satisfaisant, est-ce qu'aujourd'hui, à l'analyse, en tout cas de cette non-atteinte de l'objectif, est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui pourquoi ces objectifs n'ont pas été atteints? Bon, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord le facteur de la mobilisation des ressources financières. Et sur un budget évalué à près de 500 milliards, tout milieu confondu, en milieu rural surtout, le financement acquis était de 67%. Voilà. Maintenant, en milieu urbain, effectivement, nous avons pu mobiliser presque 99%. C'est ce qui explique un peu l'atteinte des objectifs au niveau du milieu urbain. En milieu rural, comme je l'ai dit, nous n'avons pas pu atteindre les objectifs de mobilisation du financement qui étaient de 67%. Alors, dans un des reportages, on a vu les difficultés d'approvisionnement, notamment pour la ville de Koudougou. C'est loin d'être un cas isolé. Il y a beaucoup de villes qui se trouvent également dans la même situation. Monsieur le secrétaire général, on a l'impression, quand on regarde la fourniture de l'eau potable dans nos grandes agglomérations, qu'on navigue un peu à vue. Bon, c'est surtout une question de qualité de service. À Koudougou, ce n'est pas un problème de disponibilité de l'eau. Le reportage l'a bien montré. Et les deux sources d'approvisionnement, c'est le Moun et le barrage de Salbiskou. Et là, au niveau de Koudougou, le taux d'accès est très très bon. Et ça dépasse les 87% fixés par les OMD. Mais comme là, on a relevé au niveau du
du reportage, c'est surtout la question de l'énergie. C'est vrai, il y a d'autres villes, notamment Waiguia. On peut citer Waiguia, on peut citer le centre Escoupela ou Poutenga. Ce sont des villes chaque année qui sont confrontées à la même période à ce manque d'eau. Effectivement, au niveau de ces villes, c'est une question de disponibilité de la ressource en eau. Et la ville de Waiguia est ravitaillée en grande partie par des eaux souterraines. Et il y a le barrage de Gonré aussi, où il y a quand même un usage qui se fait avec les maraîchers, et ce qui fait que la ressource ne suffit pas. Et compte tenu du contexte hydrogéologique de notre pays, la région du Nord est située dans un contexte de socle salé. Donc la mobilisation de la ressource en eau souterraine est très, très difficile. Et nous sommes en train de voir, pour résoudre ce problème, avec la construction du barrage de Guiti, qui est également, entre griffes, une chimère. Ça fait des années qu'on nous annonce. Non, la construction du barrage est terminée. Et la station de traitement aussi a commencé avec l'appui financier de la Banque islamique de développement. La question qui reste, c'est surtout de régler les quelques questions sur le plan de gestion environnementale. On espère qu'en 2017, on va pouvoir résoudre ce problème. Avec la construction de ce barrage de Guiti, il y a un certain nombre de villes qui pourront être alimentées à partir de ces barrages. Je vois Séguénéga avec un certain nombre de villages tout au long de la route qu'on pourra alimenter à partir du barrage de Guiti. C'est le cas aussi du barrage de Tenkodogo. Effectivement, Tenkodogo-Koupela, il y a des difficultés de disponibilité de la ressource en eau. Et ces questions pourront être résolues avec la construction du barrage de Sanguin. Et nous envisageons aussi approvisionner les deux villes, surtout Tenkodogo, à partir du barrage de Bagré. Et ce sont des projets à moyen terme que nous envisageons. Alors, monsieur le SG, comme on l'a dit, la situation est plus mauvaise en campagne. Là, ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a beaucoup de forages qui sont réalisés, mais il y a également un bon nombre qui tombent rapidement en panne. Alors, quel est le problème? Est-ce que c'est un problème de la qualité du matériel ou bien c'est un problème de gestion de la part des populations? Bon, à ce niveau, j'allais dire aussi que les résultats, au vu des statistiques que nous avons, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de forages qui sont en panne. Si je prends les résultats de 2015, nous, on a un taux de fonctionnalité des ouvrages qui tourne autour de 89% au niveau des pompes amortisseuses humaines. Au niveau des adductions d'eau potable, le taux de fonctionnalité est de 87%. Je comprends bien les 10% ou 13% qui restent. Effectivement, c'est une immobilisation financière qui fait une perte, effectivement, en termes de quantité d'eau qu'il faut mettre à la disposition des populations. Nous avons un système de maintenance que nous avons adopté et qui est en cours auprès des communautés parce que ça serait difficile à l'État de faire ces réalisations et d'aller les gérer à la place des communautés. Vous avez parlé des associations des usagers de l'eau. Exactement. Est-ce qu'elles fonctionnent vraiment? Elles fonctionnent pas dans toutes les localités parce que c'est un problème de suivi. Elles ont été mises en place, mais il y a un problème de suivi. Et le suivi, c'est dans le cadre de la décentralisation, et effectivement avec les directions régionales dans le cadre de la déconcentration qui doivent suivre les associations d'usagers de l'eau. En plus de cela, il y a un maillon de la chaîne constitué par les artisans réparateurs. Nous avons près de 700 qui ont été formés et qui sont aptes à réparer ces ponts. Mais je dois dire aussi que la gestion et le financement de l'entretien de ces ouvrages relèvent des bénéficiaires et non de l'État. Alors, monsieur le secrétaire général, la prochaine échéance pour l'accès universel à l'eau potable, donc c'est 2030. Et en parcourant le discours de politique générale du Premier ministre, on peut lire par exemple plus de 27 000 branchements particuliers, 1222 forages neufs dès 2016, 397 forages réhabilités dès 2016, 39 adductions d'eau potable simplifiées. Alors dites-nous, comment cela va-t-il se faire? Effectivement, fin 2015, c'était la fin des OMD. Et maintenant, depuis le dernier trimestre de l'année 2015, la communauté internationale a adopté le nouvel agenda des objectifs de développement durable. Effectivement, le Burkina Faso s'aligne dans les orientations de la communauté internationale. Donc, les programmes post-2015 sont en voie d'élaboration et la vision du gouvernement, c'est de faire de l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement à l'horizon 2030.
effectivement, il y a un certain nombre de plans d'action qui ont été élaborés et qui visent cet objectif l'année en l'horizon 2030. Et les résultats, les chiffres que vous venez de donner rentrent en droite ligne et dans le sens de l'atteinte effectivement de cet objectif universel, qui est l'accès à l'eau. Ce n'est pas trop beau? Non, c'est pas beau, c'est pas beau. Je pense que le droit à l'eau, c'est un droit universel qui a été reconnu. Et il faut que les décideurs et la communauté internationale puissent mettre les moyens, parce que c'est un droit fondamental. Alors pour finir, la journée mondiale de l'eau, comme je le disais, donc c'est pour ce 22 mars, autour du thème de l'eau et de l'emploi. Qu'est-ce qui est prévu au Burkina? Effectivement, au niveau du Burkina, nous avons essentiellement 3 grandes activités. Et le 22 mars, le jour de la célébration de la journée mondiale de l'eau, nous avons prévu une cérémonie de remise des infrastructures d'approvisionnement en eau potable constituée de 400 forages financés par la Commission économique et monétaire ouest-africaine à l'État burkinabé. Cette cérémonie sera célébrée à Napalgué, dans la commune de Bourzanga, le chef-lieu dans la région du Centre-Nord. Voilà. Donc, le 24 mars 2016 plutôt, oui. Et nous avons prévu aussi une cérémonie de remise des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des espaces de gestion des cascades et du Moun aux gouverneurs des régions concernées. Ça, c'est la deuxième activité. Et l'activité phare, et ça va être le lancement de la cérémonie du programme présidentiel d'urgence composant eau et assainissement, la tranche annuelle 2016. Ça va être lancé dans la région du Centre-Ouest et ça c'est prévu pour le 31 mars 2016. Merci, monsieur le SG, pour toutes ces informations. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie aussi. Voilà, un rappel, l'invité de ce grand journal était donc monsieur Alassoun Sori, secrétaire général du ministère de l'eau et de l'assainissement. Il a été question de l'accès universel à l'eau au Burkina Faso. Suite de ce journal, à présent, zoom sur le poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé. C'est une initiative soutenue à bout de bras par l'UEMOA. L'infrastructure a coûté près de 7 milliards de francs CFA et était censée faciliter et optimiser les opérations de dédouanement à cette frontière. Mais le projet bat de l'aile. L'administration douanière du Togo a quitté le site depuis novembre 2014. Pour quelles raisons? Explication Jean-Eudes Bayala Aboubakar Sayon. Nous sommes au poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé. Construit en 2010, le poste de contrôle juxtaposé est un dispositif de l'UEMOA visant à regrouper sur le même site les administrations douanières du Togo et du Burkina Faso. Les objectifs du PCJ de Saint-Cancé, c'est de faciliter le franchissement à la frontière des personnes, des véhicules, des moyens de transport et tout autre bien en réduisant les coûts et les délais de passage aux frontières. Mais cette expérience pilote de l'UEMOA a du plomb dans l'aile. Actuellement, il n'y a sur le site que les structures de contrôle aux frontières du Burkina et la police togolaise. Depuis le 29 novembre 2014, la douane togolaise s'est retirée du poste suite à un mouvement d'humeur des chauffeurs routiers. Depuis le départ, alors il y a un comité consultatif qui a été mis en place pour le suivi de l'opérationnalisation des PCJ. Ce comité consultatif-là, en partenariat avec l'UMOA, est en train d'œuvrer pour le retour de la douane togolaise sur le site. Ils ont poser un certain nombre de conditions, notamment l'amélioration de la sécurité. La douane togolaise n'est restée sur le site que quelques mois. Plusieurs difficultés entravent l'opérationnalisation du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé qui devrait être fonctionnel depuis janvier 2002. Nous pouvons citer, entre autres, de faibles niveaux d'implication des principaux acteurs concernés. Il y a aussi l'inadéquation des bureaux pour certains services de contrôle comme la douane. Il faut noter aussi que la capacité d'accueil du parking est déjà dépassée
au regard du volume du trafic qui est estimé à entre 200 à 250 véhicules par jour. Le poste de contrôle juxtaposé des 5C fonctionne donc comme un bureau de douane classique. Ces camions en provenance du Togo attendent de faire les premières formalités avant d'entrer sur le territoire burkinabé. Quand il vient par exemple, l'apprenti va passer tout de suite voir si son acquis est arrivé à la guérite. C'est-à-dire que si ces documents sont là, on va identifier le véhicule, son numéro, et voir si tous ces documents qu'il a transmis sont là, la donne togolaise a transmis sont là. Maintenant, on l'enregistre et puis il passe. Le document fourni suivra un circuit administratif précis. Il est d'abord traité par la brigade commerciale avant d'être transmis à la section vérification. On contrôle les documents pour voir s'ils sont conformes avec les éléments portés sur la déclaration. Ça, c'est le contrôle documentaire. Il y a la visite effective. C'est-à-dire qu'après le contrôle documentaire, si le vérificateur n'est pas satisfait, là, il se déporte au camion, il fait ouvrir et il regarde vraiment pour voir si c'est la marchandise. La section vérification calcule aussi le fonds de garantie qui représente 25% de la valeur de la marchandise, puis envoie la déclaration à la section liquidation pour le paiement. La brigade en ligne se charge de l'escorte de la marchandise jusqu'au bureau de douane de destination. Elle est aussi chargée de lutter contre la fraude. Et les produits concernés par ces actions de lutte contre la fraude, c'est principalement l'huile, le sucre, les motos et évidemment les stupéfiants. Par exemple, pour l'année 2015 et le premier trimestre 2016, là, en matière de stupéfiants, nous avons pu mener des actions de saisie portant sur environ 248 kilos de chanvre indien. Le transit représente plus de 95% des opérations faites par le bureau des douanes de 5C. 18e conseil syndical du syndicat national des travailleurs de l'éducation de base au centre des échanges, la stratégie pour élever le niveau de conscience politique et syndicale des délégués du SINATEB. C'est une nécessité pour une lutte plus efficace dans l'optique de l'amélioration des conditions de travail. Ibrahima Sombier, Ini Walkoy, Janine Kambire. Pour ce 18e conseil syndical ordinaire, l'objectif pour le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base SINATEB est d'élever le niveau de conscience politique et syndicale de ses délégués. Le but est de mener des luttes bien organisées pour l'aboutissement d'un système éducatif au service du progrès social et de la libération nationale. L'éducation est confrontée à d'énormes difficultés, effectifs pléthoriques, manque et mauvais traitement des enseignants. Et le Conseil s'est penché notamment sur la question du recrutement des enseignants du poste primaire. Il est aussi important que les enseignants qu'on met à la disposition de nos écoles et de nos établissements soient des enseignants recrutés avec un niveau acceptable, formés conséquemment et qu'ils aient l'ensemble des moyens pédagogiques nécessaires pour pouvoir assurer des enseignements apprentissages de qualité pour les enfants. Ce conseil qui a duré 2 jours a regroupé 145 participants venus des 45 provinces du Burkina. Une mobilisation qui traduit la volonté du SINATEB de trouver des solutions aux préoccupations du monde enseignant. Il interpelle le gouvernement pour la mise en œuvre effective de la loi 081 applicable aux agents de la fonction publique. Nous avons été suffisamment formels lors de cette instance et il n'y a pas de temps à donner à une autorité quelconque parce que nous avons tenu informer les autorités actuelles avant qu'ils n'arrivent au pouvoir de la nécessité de s'occuper des questions présentes des travailleurs au Burkina Faso. Le SINATEB, tout en appelant l'État à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité pour faire face aux attaques terroristes, dit rester mobilisé et vigilant pour mener des actions futures. Le but est de contribuer à la construction d'un système éducatif au profit de tous les enfants du Burkina.
Séance de recyclage également pour les leaders syndicaux de la ville de Bobo-Dioulasso, des délégués de personnel et des responsables syndicaux qui révisent leur mission et leur rôle. C'est un passage obligé pour assumer avec efficacité leur position de partenaire social. Martin Zerbo, Ahadi Sandamba. Plus qu'une formation, cette rencontre se veut un cadre d'éveil des consciences des délégués du personnel et des leaders syndicaux de la ville de Sia. Ce qui doit leur permettre de jouer pleinement leur rôle au regard de ce qui se passe sur le terrain, notamment dans les différents foyers de tension ici à Bobo-Dioulasso. Dans un premier temps, nous devons privilégier la négociation qui est aussi une passerelle par laquelle nous devons passer avant d'aller à la grève. La grève, on y va lorsque la négociation n'a pas abouti. C'est notre arme ultime. Ce qui signifie que la connaissance des textes est impérative pour la cause syndicale. À ce séminaire, la quarantaine de participants sera mise face à sa responsabilité dans l'entreprise en tant que partenaire social. Il y a la technique de négociation collective, il y a aussi le rôle et la responsabilité des délégués du personnel. Vous savez que certains, parce qu'ils ignorent leur rôle, mais arrivent à créer des tensions dans certaines entreprises et qui ne favorisent pas effectivement le développement de ces entreprises et ni l'avancée même des travailleurs. Dans son discours, Yamba Georges Kwanda est revenu sur la déclaration de politique générale du Premier ministre ainsi que sa première rencontre avec les organisations syndicales du pays. Question donc d'inviter les travailleurs à plus de vigilance quant à l'application des différentes mesures prises par le gouvernement. Il a par ailleurs demandé au gouvernement de faire des efforts pour que la rencontre gouvernement-syndicat soit toujours un dialogue de vérité et de franchise. Aujourd'hui, c'est dimanche des rameaux pour les chrétiens, une journée que le nonce apostolique a choisi de passer avec les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Il leur a rappelé que tout n'est pas perdu, il faut garder la foi. Konsoun Koulibaly, Bouma Ernest Nebier. Ce dimanche 20 mars 2016 est un grand jour pour les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako. Le nonce apostolique célèbre la messe avec eux. Une manière à lui de leur témoigner sa compassion et son amour à l'occasion de la fête des rameaux. Le pape a décidé que les prisons sont des portes de la miséricorde. Et chaque détenu qui passe la porte de sa cellule, tout en priant, en tout demandant au Seigneur la miséricorde, vive l'année de la miséricorde. Et quand nous venons ici, nous devons apprendre de comment reconnaître nos limites et comment avoir l'humilité de demander à Dieu sa miséricorde. Une présence du représentant du pape parmi eux qui est un réconfort moral. Et l'occasion a été saisie par ces pensionnaires de la Mako pour lui confier les problèmes qu'ils vivent au quotidien. Sur le plan judiciaire, on note d'innombrables problèmes liés à la lenteur du traitement de nos dossiers. Un prévenu présumé innocent peut faire 8 mois de prison ferme avant d'être jugé. Des préoccupations que le nonce apostolique a écoutées avec beaucoup d'attention. Et c'est dans cette ambiance de joie que les détenus et leurs hôtes se sont dit au revoir. Vous avez un projet de mariage, voici un rendez-vous qui devrait vous intéresser, la 4e édition du Salon international du mariage de Ouagadougou. Notez bien, c'est du 26 au 29 mai prochain avec, et c'est dans l'air du temps, un clin d'œil au paille tissé local. Des détails avec Salifou Belem et Claudine Bikaba. Le Damfani sera sous les projecteurs au Salon international du mariage de Ouagadougou, SIMO. Une annonce faite par le comité d'organisation de cet événement qui est à sa 4e édition. L'objectif principal de cette édition, c'est de faire connaître le Faso Damfani. C'est pourquoi nous organisons le WAB, le Wedding Awards du Burkina, qui va permettre aux stylistes de coudre en fait des robes de mariée uniquement faites en Faso Damfani. Une autre innovation à cette édition, l'élection Miss Ronde Burkina 2016. Elle mettra aux prises 10 concurrentes. On a une page sur Facebook, Sissi Ronde et Sexy. On essaie de coacher les femmes en forme, le relooking et tout. Et bon, l'idée nous est venue par rapport à la page parce que y a plein de monde qui nous ont demandé pourquoi ne pas
faire un truc de Miss pour valoriser la femme. On s'est dit, bon, on va tenter le coup. Donc on a essayé de mettre ça dans le CIMO cette année pour essayer de valoriser la femme burkinabé. L'une d'entre elles repartira avec une moto. Le CIMO se tiendra du 26 au 29 mai prochain au FESPACO. 4 jours durant lesquels il sera servi une exposition vente, une rue marchande et une soirée gala pour marquer le coup de cette édition. Voilà un peu de musique dans ce journal avec les premiers pas dans l'univers discographique de Da Personne, de son vrai nom, Dacier Eric. Son tout premier album s'intitule Agalais, 10 titres chantés sur un rythme reggae. Il dénonce l'injustice et prône la paix et l'amour. Un album enregistré en live aux États-Unis. Quelques notes dans ce reportage de Yarkiteda. Ambassadeur de la musique du pays Lobby, comme lui-même il se l'approprie, Dacier Eric dit Da Personne se propose aussi d'être le porte-voix des sans-voix. Pour un début, il dénonce la haine des Africains contre d'autres, l'exploitation des enfants et des personnes démunies et s'insurge aussi contre la jalousie. Des thématiques inspirées de son propre vécu, dit-il, qu'il a dû surmonter grâce au courage et à l'espoir, d'où le titre de son premier album, Agalais. Et pourquoi l'album baptisé Agalais? C'est juste après un gros boulot, on arrive à s'en sortir en fait. Alors, on dit Agalais, on dit on est parti, c'est parti. Paix et amour comme cri de guerre, l'artiste Da Personne propose des solutions dans Agalais. Déjà talentueux dès l'âge de 7 ans avec le nonier, genre musical du sud-ouest avec pour seul instrument la voix, Dacier Eric au fil des ans a côtoyé plusieurs artistes au Burkina, en Europe et aux États-Unis, dont le fils de Bob Marley avec qui ils ont presté sur le même podium pour coucher au finish dans le studio Greenstone, à Galais dans lequel on retrouve Watinone, un mélange de rythmes traditionnels de plusieurs pays africains. La création même a été faite chez moi. On était assis tranquillement en train de boire du thé, s'amuser. Et on a commencé à taper des boîtes, des bouts de bois et tout. On rigolait, quoi, on s'amusait. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. Vraiment, c'est très beau. Je félicite l'artiste pour ça. Da Personne est aussi acteur de cinéma et a joué dans plusieurs films. Sport dimanche, c'est devenu une tradition. Je reçois ce soir Mahamadi Wena. Bonsoir Wena. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors du cyclisme pour commencer, la deuxième édition du Grand Prix cycliste du Moro Naba Bango s'est couru ce matin. Oui, ce Grand Prix cycliste doté du prix Moro Naba Bango a été couru ce matin et comme nous allons le voir, c'est Mathias Sorgo, l'étudiant cycliste, qui a remporté cette deuxième édition du Grand Prix cycliste Moro Naba. Il est en train d'affiler ici son maillot et en plus du maillot, il a reçu le trophée de la compétition des mains des organisateurs. Et Mathias Sorgo qui a dévancé à l'arrivée Menungu Nufu du RCK et son équipier de l'AJCK qui est Seydou Bamoro. Et cette course qui est une initiative, je le disais tantôt, du Moro Naba Bango, s'est courue autour du palais de Moro Naba sur un circuit fermé de 3,6 km et au total la distance faisait 108 km ce matin. Et pour dire, c'est pour vraiment rendre hommage au Moro Naba qu'on court autour de son palais parce qu'on le sait, habituellement, le cyclisme se court au niveau du boulevard Charles de Gaulle. Et il y avait aussi les dames à l'œuvre et là c'est Aguiara Nian qui a encore dicté sa loi aux autres concurrentes. Alors Wena, du handball avec la Coupe de la Ligue 2016 qui se poursuit, ça se passe donc au Palais des Sports de Ouagadougou. Oui, hier après-midi, la Coupe de la Ligue a encore mis à l'affiche des grandes oppositions et chez les dames, l'AS Douane a été sans pitié devant l'AS Sonabel, battu par 40-9. Et toujours chez les dames, l'opposition AS Sonabi, AS Onea qui a été un peu plus serrée, a vu la victoire de l'AS Onea sur l'AS Sonabi par 36-21.
Et au niveau des hommes, l'AS Sonabi et l'AS Onea se sont neutralisés à 20 buts partout. Et l'AS Douane, chez les hommes, a confirmé la bonne forme des équipes de la Douane et en prenant le dessus sur l'USFA par 28 à 20. Alors, du football, pour finir, et mauvaise nouvelle, le 11 national féminin a été défait en Tunisie. Oui, Jean-Emmanuel, c'était les éliminatoires de la CAN féminine Cameroun qui devait se tenir au Cameroun. Et les étalons dames, si vous voulez bien nous l'accorder, parce que pour le moment, il n'y a pas une autre dénomination pour la sélection féminine. On les appelle les étalons dames. Et on va nous concéder cela. Et elles ont été battues hier 2-0 par les Tunisiennes. C'était à Tunis. Et pour le match retour de ces éliminatoires, au match aller de ce premier tour qui s'était joué il y a 2 semaines à Ouagadougou. Les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul blanc de 0 but partout. Et il y a aussi, Jean-Emmanuel, les étalons seniors qui rentrent en lice, du moins en stage demain. Et demain lundi, et pour préparer les éliminatoires des 3e et 4e journées des éliminatoires de Gabon 2017. Et le sélectionneur national Paulo Dato, comme on le sait, il a convoqué 25 joueurs et le premier entraînement aura lieu mardi l'après-midi, c'est-à-dire aux environs de 17h. Et c'est d'ailleurs le seul entraînement qui est ouvert à la presse et au public. Donc, mardi, les fans des étalons peuvent aller les voir à l'œuvre pour le premier entraînement. Voilà, on ne peut que souhaiter bon vent à nos étalons. Et puis donc, toutes ces informations sont à développer demain lundi au magazine des sports. Oui, bien sûr, Jean-Emmanuel. Demain, on reviendra long en large sur ces différentes informations. Voilà, rendez-vous est pris. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Demain à 20h, c'est une autre équipe qui vous retrouve. Celle de cette semaine par ma voix vous souhaite une bonne reprise de travail demain.